Bonjour, soyez les bienvenus dans le premier épisode Zoom sur l'actualité. Cette fois-ci, on va la consacrer à l'actualité du mois de mars 2020. Il s'agit d'une capsule qui va vous synthétiser l'actualité géopolitique et géoéconomique du monde contemporain et qui va vous permettre donc de rédiger vos dissertations. En Russie, Vladimir Poutine a probablement trouvé en mars 2020 une martingale pour rester au pouvoir au-delà de ce que son mandat présidentiel lui permit. Nommé Premier ministre par Boris Yeltsin en 1999, il prend la tête de l'exécutif l'année suivante. Il dirige donc la Russie depuis 20 ans, à l'exception d'un mandat exercé par son ami Dmitri Medvedev, dont il est le Premier ministre à l'occasion d'un jeu de chaises musical. Le Parlement russe ouvre la voie au maintien au pouvoir de Vladimir Poutine. La Douma a voté à une écrasante majorité ce mardi l'amendement à la Constitution qui permet au président russe de se présenter à nouveau en 2024, alors qu'il devait se limiter jusque-là à 2 mandats consécutifs. En principe, cette option de se représenter serait possible, mais à une condition, à savoir si la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie conclut qu'un tel amendement ne sera pas en contradiction avec les principes et les dispositions de la loi fondamentale, la Constitution. La députée de la majorité présidentielle, Valentina Tereshkova, a proposé de remettre les compteurs à zéro pour le locataire du Kremlin afin de garantir, selon elle, la stabilité du pays. Un scénario qui pourrait permettre à Vladimir Poutine de rester à la tête de la Russie jusqu'en 2036. Au Sahel, les islamistes de Boko Haram ont tué une centaine de soldats tchadiens dans la région du lac Tchad le 23 mars 2020. Rarement une attaque a été aussi meurtrière pour une armée tchadienne qui a la réputation régionale d'être assez solide. La région du lac Tchad, partagée entre plusieurs pays, est un épicentre de l'activité de Boko Haram qui s'est affilié à Daesh. C'est dans cette région que les autorités nigériennes ont annoncé avoir tué le chef de cette organisation, Ibrahim Fakoura. L'attaque au Tchad est probablement une réponse. Les combats continuent en mars 2020 à la frontière syro-turque, dans la région d'Idlib, entre les troupes turques, les djihadistes et les forces gouvernementales appuyées par les Russes. La mort d'une trentaine de soldats turcs fait craindre un durcissement des tensions entre Ankara et Moscou, qui n'apprécie pas l'envoi par la Turquie des combattants sur le sol libyen. La Turquie fait en mars 2020 du chantage à la crise migratoire en encourageant les migrants à franchir la frontière grecque qu'Athènes n'entend pas laisser être transgressée. Les autorités turques le savent pertinemment et jouent sur le destin de ces migrants. Erdogan contrevient aussi aux accords de 2016 dans lesquels il s'engage à garder les migrants contre une aide européenne qui s'élève à 6 milliards d'euros. En Irak, la mort de plusieurs soldats américains sur une base militaire a entraîné des représailles aériennes de la part de Washington. Le Liban, cet ancien Suisse du Moyen-Orient, annonce en 2020 qu'il est en cessation de paiement. Il ne peut donc pas rembourser ses créanciers, ceux qui lui ont accordé leur confiance. La dette du PIB représentait selon Standard & Poor's 170% de son PIB. Une géopolitique du coronavirus. En mars 2020, à l'heure où la planète vit au ralenti, il est utile d'esquisser une géopolitique de cette pandémie du coronavirus. À la fin du mois de décembre 2019, un médecin chinois prévient les autorités chinoises du danger du coronavirus, preuve que celui-ci se développe au moins depuis le début du mois de décembre, si ce n'est du mois de novembre. Après un temps de déni, le Parti communiste chinois réagit de façon très visible, en partie pour compenser le retard accumulé. Désormais, Pékin communique sur la validité de son action et plus largement de son modèle.
alors que ceux qui ont envoyé du matériel médical pour aider la Chine à combattre ce qui n'était alors qu'une épidémie ne l'ont pas forcément fait sous l'œil des caméras. Pékin envoie des masques, des médecins et plus généralement du matériel médical en organisant la couverture médiatique. Pékin aide les Européens, les Africains. Une diplomatie du masque est à l'œuvre. D'autres pays ont fait preuve de générosité, telle la Russie, qui livre du matériel médical à l'Italie, très durement frappée par cette pandémie. Cuba propose l'expertise de ses médecins, dont la réputation n'est plus à faire. Ces gestes, qui servent à l'évidence de dessin géopolitique, soulignent en creux la faible solidarité intra-européenne, notamment vis-à-vis de l'Italie. De transmitirle ese saludo de él, de general de ejército en aquel país, de manera solidaria como lo hemos hecho con muchos otros. La Russie aide l'Italie à combattre le coronavirus. Ce dimanche, un premier convoi militaire de l'aide médicale russe a embarqué direction l'aéroport militaire de Pratica di Mare, près de Rome. À son bord, 8 équipes médicales étaient prêtes à décoller avec des unités mobiles de désinfection par aérosol et du matériel médical. Après s'être entretenus la veille, le président russe Vladimir Poutine et le premier ministre italien Giuseppe Conte ont approuvé la mise en place de l'aide médicale, une initiative de Vladimir Poutine qui avait souvent évoqué son amitié avec l'ancien Premier ministre Silvio Berlusconi. Les conséquences économiques du coronavirus sont encore difficilement mesurables. L'économie mondiale subit en mars 2020 une série de chocs. Le très fort ralentissement de la Chine et le confinement et donc la contraction violente de la production et de la consommation des pays occidentaux ne peuvent qu'avoir des effets récessifs. En Espagne, aux États-Unis ou encore en Inde. Partout les mêmes rues désertes, les commerces fermés et des usines à l'arrêt. 3,4 milliards d'êtres humains confinés, 43% de la population mondiale. L'économie de la planète est en sommeil et le Fonds monétaire international ne cache plus son inquiétude. Il est clair que nous rentrons dans une récession aussi grave, voire pire que lors de la dernière crise en 2009. Nous sommes préoccupés par les conséquences de cet arrêt soudain de l'économie mondiale qui risque de créer une vague de faillites et de licenciements. À travers la planète, les conséquences s'annoncent désastreuses. La Chine espérait une croissance de 6% cette année. Elle sera finalement quasi nulle selon la Banque mondiale. Aux États-Unis, le chômage explose, plus 3,3 millions de nouveaux chômeurs en une semaine mi-mars. Et en France, l'INSEE prévoit une chute de 3 points du PIB. Mais aujourd'hui, l'urgence pour Emmanuel Macron, c'est ce qu'il appelle la guerre sanitaire. La priorité, produire sur le sol national du matériel médical, respirateurs ou masques. Merci madame d'être là. Dans un contexte où toutes les certitudes sont balayées, tout est revu et la tension sur le marché mondial extrême, nous avons bien sûr une stratégie de commande d'importation, mais notre priorité aujourd'hui est de produire davantage en France et de produire davantage en Europe. Mais face à la crise économique qui s'annonce, le gouvernement propose également des mesures pour soutenir toutes les entreprises en difficulté. Par exemple, l'État prend en charge le chômage partiel, propose un étalement des charges sociales, des impôts, et dans certains cas, un report des loyers et des factures. Ce choc économique, il bouleverse notre vie quotidienne. Il a un impact sur des millions d'entrepreneurs, restaurateurs, entrepreneurs individuels, micro-entrepreneurs. C'est très dur pour eux tous parce que c'est l'économie réelle qui est touchée. Nous sommes là pour vous soutenir et nous vous soutiendrons pendant toute la durée du confinement et à la sortie de cette crise pour rebondir plus vite. Mais les mesures annoncées n'apaisent pas les craintes dans cette usine de tôlerie, filmée ici par son directeur. Depuis le début du confinement, il a eu recours au chômage partiel. L'entreprise tourne au ralenti. Concrètement, ici, on a des lignes de production où en moyenne, on va tourner entre 8 et 10 opérateurs par ligne. Et aujourd'hui, sur l'atelier, il va y avoir 3 à 4 personnes selon les équipes qui tournent en production. Résultat,
Une baisse de chiffre d'affaires de 30% et la peur de mettre la clé sous la porte. Car reporter les paiements ne sera pas suffisant selon lui. Les mesures qui ont été mises en place sont des mesures d'urgence, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, elles nous permettent de gérer le mois à venir. Que va-t-il se passer dans 6 mois? C'est là notre inquiétude. Le chiffre d'affaires que nous n'on fait pas aujourd'hui, il sera très compliqué de le rattraper plus tard. Donc concrètement, le gel de ce que l'on doit payer actuellement, on va devoir le payer plus tard. Des patrons inquiets et un ministre des Comptes publics qui en appelle à la solidarité nationale. Pour aider les entreprises en difficulté, Gérald Darmanin a annoncé qu'une plateforme de dons sera prochainement mise en ligne. Si les États-Unis ont été l'épicentre de la pire crise financière mondiale depuis 1929, la Chine est devenue l'épicentre de la pire pandémie du début du XXe siècle. Et les États-Unis de 2020 pourraient devenir un centre majeur de la pandémie de coronavirus venue de Chine, sous l'effet de la gestion disruptive de Donald Trump. Le bilan à New York est toujours aussi terrifiant, plus 400 morts en seulement 24 heures et 83 000 personnes infectées depuis le premier cas positif. C'était il y a seulement 31 jours. New York est donc toujours l'épicentre de l'épidémie ici aux États-Unis et ça devrait empirer puisque d'après le gouverneur de l'État, Andrew Cuomo, eh bien le pic de l'épidémie devrait être atteint ici plutôt à la fin du mois d'avril. Andrew Cuomo qui estime d'ailleurs que les New-Yorkais ne jouent pas suffisamment le jeu du confinement, qu'ils sortent parfois se sentant en bonne santé alors qu'ils pourraient être des porteurs sains de la maladie. Il a donc décidé de fermer l'ensemble des aires de jeu pour enfants de la ville. New York d'ailleurs qui n'a plus du tout le même visage, le silence est installé dans les rues et le seul bruit qu'on entend finalement c'est celui des sirènes des ambulances qui conduisent les malades vers les hôpitaux débordés. De nouveaux hôpitaux de campagne d'ailleurs sont en train d'être construits. La garde nationale est maintenant présente à Manhattan et puis il y a des renforts de personnel qui arrivent de l'ensemble du pays. On n'avait pas vu finalement cette mobilisation depuis le 11 septembre 2001. L'Argentine est de nouveau dans une situation économique très difficile. L'inflation s'est élevée à 53% sur les 12 mois derniers et l'ombre de la crise de 2001 plane sur les Argentins. Le défaut de paiement virtuel, qu'est-ce que c'est? Eh bien, cela signifie que l'Argentine n'a pas remboursé le Fonds monétaire international dans les temps impartis. L'Argentine s'est endettée sans compter. Au total, 311 milliards de dollars, soit 88% de son produit intérieur brut. En 2018, Buenos Aires obtenait le plus gros prêt de l'histoire du Fonds monétaire international, 57 milliards de dollars. Aujourd'hui, les caisses de l'État sont vides. L'inflation a dépassé les 52% en un an et plus d'un Argentin sur 3 vit sous le seuil de pauvreté. Avant, un kilo de pain valait 20 pesos. Maintenant, c'est entre 80 et 100. Parfois, vous pouvez même le trouver à 120 pesos. Le FMI, qui revient tout juste d'une mission en Argentine, confirme qu'il est aujourd'hui impossible pour Buenos Aires de rembourser sa dette. La Chine a choisi d'implanter en France la première usine Huawei hors de son frontière. Cela devrait générer plusieurs centaines d'emplois, mais il s'agit aussi d'une stratégie pour inciter la France à choisir Huawei dans le cadre de l'équipement du territoire national avec la 5e génération à l'encontre des pressions américaines. Depuis plus d'un an. Un décret anti-espionnage qui interdit aux opérateurs télécoms américains de se fournir en équipement auprès de groupes dont les activités sont jugées dangereuses pour la sécurité nationale américaine. Il ne s'agit pas d'un embargo sur les équipements télécoms chinois au sens strict, mais le texte permet au département du commerce américain, en charge de sa mise en œuvre, d'aboutir exactement au même résultat, en interdisant purement et simplement certaines transactions. En parallèle, le département américain du commerce place le groupe chinois Huawei sur la liste noire des entreprises pour lesquelles il faut le feu vert de l'administration pour pouvoir commercer. Objectif, éviter que les technologies américaines ne soient utilisées par des entités étrangères à des fins qui nuiraient à la sécurité nationale des États-Unis ou à leurs intérêts de politique étrangère, explique le secrétaire au commerce Wilbur Ross à propos de cette décision. Conséquence directe, le 19 mai, Google annonce commencer à suspendre ses relations avec le chinois Huawei, qui fait partie des entreprises jugées à risque par Washington. Et c'est là que ça devient intéressant.
puisque comme tous les groupes technologiques, Google doit collaborer avec les fabricants de smartphones pour que son système d'exploitation Android soit compatible avec les téléphones. Ce qui implique un certain nombre de transferts de technologie pour que tout fonctionne ensemble. Avec le décret, Google va devoir stopper toutes les activités qui supposent un transfert de technologies qui ne sont pas publiques, c'est-à-dire qui ne sont pas open source. Huawei ne pourra du coup plus accéder aux applications et aux services propriétés de Google, comme par exemple Gmail, YouTube ou encore le navigateur Chrome. Concrètement, ces applications ne seraient plus disponibles sur les futurs modèles de smartphones Huawei et les utilisateurs actuels ne pourraient plus non plus mettre à jour les applications. Côté chinois, vous me direz, ça ne devrait pas trop se voir, vu que la plupart des applications mobiles de Google y sont déjà censurées. Mais Huawei, qui est le numéro 2 des smartphones derrière Samsung et au coude à coude avec Apple, vend ses smartphones dans le monde entier et notamment en Europe, son deuxième marché. Et du coup, ça va être compliqué d'expliquer aux consommateurs européens qu'ils n'auront pas accès à YouTube en achetant un téléphone Huawei, même avec une bonne ristourne. D'autant qu'Android équipe 85% des smartphones vendus dans le monde. Alors quand on vend des téléphones, ça paraît compliqué d'éviter ce système d'exploitation. Mais ce que cette affaire illustre surtout, c'est la mondialisation des technologies et la très forte dépendance des fabricants chinois aux technologies américaines. De fait, les restrictions imposées par l'administration Trump vont rendre extrêmement difficile l'achat de pièces et de composants auprès de sociétés américaines sans l'approbation de Washington. Et des pièces et des composants américains, Huawei en achète pour environ 11 milliards de dollars chaque année. Ironie de l'histoire, Huawei avait déclaré il y a quelques mois travailler en secret depuis plusieurs années à son propre système d'exploitation mobile, au cas où il se verrait privé d'Android. Un plan B qui pourrait bien remonter dans la liste des priorités du groupe chinois.